la RTI et la SICOJ vous offrent Depuis 1960, la SICOJ s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOJ continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOJ s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne de demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOJ, nous savons faire des maisons. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Essentiellement Femmes. La femme, c'est l'essence de ce magazine et vous l'avez bien compris. C'est un magazine fait par les femmes, c'est un magazine pour les femmes, mais avec une spécificité, la présence d'un homme. Cela devient donc un magazine pour tout le monde. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'adoption. Alors, l'adoption, c'est donner à quelqu'un le rang, le droit et les obligations d'un fils ou d'une fille. Mais pour en discuter ce soir, je ne suis pas seule et ça, vous le savez. C'est un parterre de femmes, toutes diplômées, des diplômes de la vie, des diplômes d'école, mais elles ont toutes atteint une certaine expertise. Je parle par exemple de Marie-Lise Assieux, bonsoir. Bonsoir Mariam. Quand on parle d'acteurs en Côte d'Ivoire, quand on parle de productrice en Côte d'Ivoire, on vous cite. Oh là là, je risque de prendre la couleur du gazon. C'est vrai? Tu le penses? Oh, c'est gentil. Stéphie, bonsoir. Bonsoir Mariam. Alors Stéphie Joyce, elle a pris l'habitude d'écouter l'autre. Elle a pris l'habitude d'être dans le secret et de donner son avis, un conseil également à l'autre. Effectivement. Et vous êtes journaliste également, oui. Et ce depuis des années. Stéphie Voilà. Joyce, Tout est dit. Bonsoir. Bonsoir Mariam. Hamzata Ouattara, journaliste également, mais il y a une nuance écrivain. Oui, écrivain, c'est cela. Et pour habitude de rentrer dans le quotidien de tout le monde et de dépeindre ce que l'on cherche loin, qui est tout près de nous. Oui, c'est cela. Je traite de, tu l'as dit, de tout ce qui se passe juste à côté. Voilà. Très bien. Hamzata, bonsoir. Bonsoir Mariam. Anna, bonsoir. Bonsoir. Alors, je l'appelle affectueusement aux femmes et pouvoir de décision. C'est la norme, c'est la mesure, c'est ce qui doit être en fait. C'est la censure, c'est cela? La mesure. La mesure. La norme. La norme. Raison principale pour laquelle il y a l'édito d'Anna. Et le moment est arrivé pour l'édito d'Anna. Bonsoir chers essentiels. Ce soir, nos échanges porteront sur l'adoption. De manière simplifiée, l'adoption peut être définie comme une mesure de protection des enfants sans famille. Elle a pour but de favoriser l'épanouissement de ces enfants en leur permettant d'intégrer et de grandir au sein d'une cellule familiale. L'adoption permet également aux couples confrontés aux difficultés de l'enfantement de jouir du bonheur d'être parents. En Côte d'Ivoire, dans notre pays, malgré l'absence de statistiques précises, la pratique de l'adoption est bel et bien réelle. Elle est régie par un dispositif légal et opérationnel qui vise à lutter contre les interventions non respectueuses des droits des enfants, dont l'une des plus graves est le trafic d'enfants. Bien que l'adoption connaisse de plus en plus d'essor dans notre pays, le contour de cette pratique est méconnu par beaucoup de personnes. De plus, l'option de l'adoption n'est pas systématique au sein des couples, en particulier ceux confrontés aux difficultés de l'enfantement du fait de nombreuses contraintes socio-culturelles. Alors, chers essentiels, nous essayerons ce soir d'en savoir plus sur cette pratique. Quelles sont ses origines? Comment est-elle organisée dans notre pays? Quel est le regard réel de notre société sur l'adoption et pourquoi? Anna, merci bien. Les choses sont claires, le sujet est campé. Et bien évidemment, nous allons nous apprêter, mesdames, à recevoir notre invité principal.
il n'est pas connu du grand public, c'est vrai, mais des informations assez précises sur ce monsieur que nous recevons. Alors, il est père de 8 enfants. Alors, il a étudié en Arabie Saoudite. Il est né à Mans. Déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? De Mans à l'Arabie Saoudite, tout à fait. Il représente une ONG ici, une ONG espagnole qui est donc accréditée ici sur l'adoption. Ah, je le connais. Ah, Marie-Louise, tu le connais? Oui, je connais le responsable de l'ONG. Je sais qu'il s'appelle Soumaoro. Je crois que j'ai pris un vol avec lui une fois. Donc, je le connais. Marie-Louise, oui. Hein? C'est pas ma faute. Tu as dit que j'étais une star. Mais oui, donc, je me déplace, je bouge beaucoup par rapport au travail. Et donc, merci, ma chérie. Voilà. Donc, il m'a reconnue dans l'avion, il est venu vers moi. Waouh! Merci là-bas. D'accord, mais tu l'as dit, hein, M. Soumaoro. Hein, ah, c'est lui, non? C'est lui. Voilà, c'est lui seul. C'est lui, c'est ça. M. Soumaoro, son prénom, à tout hasard. Ah, moi je l'appelle Soumaoro. D'accord, il s'appelle Soumaoro Daouda. Et nous l'attendons d'une seconde à l'autre sur notre plateau. Monsieur Soumaoro Daouda. Bonsoir, monsieur. Basel, j'espère qu'il y a le reste à la maison. ça c'est du Marie-Louise tout craché. Ah, tu n'as pas porté ça toi seul. Je vous en prie. Installez-vous. Merci. On sent vraiment que c'est le pont entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Hein? Vraiment. Ah, ça. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Soumaoro, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir sur le plateau. Merci beaucoup, Mariam. Le plaisir est partagé. Alors, un peu intimidé avec toutes ces dames sur le plateau? C'est avec un réel plaisir de me retrouver parmi toutes ces grandes dames. Vous n'êtes pas intimidé, non? Ça va? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Pas beaucoup. Vous êtes entouré de femmes d'habitude? Ben oui, par rapport à mon activité de médiateur en adoption, et la plupart de mes partenaires sont des dames. D'accord. Il y a aussi qu'il a quand même 8 gosses, peut-être qu'il est polygame. Ah, donc il a les femmes. Mais oui, il a les femmes tous les jours, sait-on jamais. Pardon? Peut-être qu'il les a adoptés. Ah, bah, comme il est là, il va nous dire. Monsieur Soumaoro, on est curieux sur ce plateau. Il n'y a pas de souci, ben, je vous donnerai les informations qui seront disponibles à mon niveau. D'accord. C'est joliment dit, mesdames. Vraiment. Pour vous dire, n'exagérez pas non plus. C'est ce que ça veut dire. Alors, 8 enfants, 8 filles. 4 garçons, 4 filles. En plus, équitable en plus, dis donc. Oui. Wow. D'accord, ouais. Très bien. Et il y a une brave femme qui a fait 8 enfants au XXIe siècle? Ben, j'ai eu la chance de me marier 3 fois. C'est une chose. Donc, ça m'a permis d'être le père de 8 enfants. Très bien. Okay. D'accord. Alors, nous parlons de l'adoption. Et bien évidemment, c'est important de remonter jusqu'à la genèse de l'adoption. C'est votre domaine d'activité. On a fait des recherches sur le plateau. Et on va confronter un peu tout cela à ce que nous pensons, ce qui est également, selon vous, et puis ce que l'on pourrait retenir de cet entretien. Vous voulez intervenir? On commence par Stéphie. Oui, pour ce qui concerne l'Afrique, dans l'Afrique traditionnelle ancienne, dans les années 1000 avant Jésus-Christ déjà, on avait du côté de l'Égypte le procédé de l'adoption qui était utilisé justement pour fournir aux hommes qui n'avaient pas d'enfants des héritiers. On avait aussi le cas de ces femmes qui déposaient leurs enfants en bordure du Nil afin qu'ils aient la chance d'être récupérés par des personnes mieux nanties ou même par la famille royale. On a eu le cas du célèbre Moïse. Enfin, il faudrait savoir que dans toute l'Afrique pratiquement, l'enfant qui naît n'appartient pas à ses parents, il appartient à la communauté. Et c'est cette communauté-là en général, surtout quand il y a des lignées établies, des clans, qui définit chez qui l'enfant doit rester, faire sa formation, avoir son éducation pour grandir. On parle donc, en général, il y a un terme qui est dit le fosterage, qui consiste à confier l'enfant à des parents sociaux, même s'il connaît sa famille biologique. Donc, il grandit chez des parents qui ne sont pas forcément les siens, mais qu'il adopte comme étant les siens. Très bien. Anzata, et toi, quel est le fruit de tes recherches? Moi, c'est plutôt dans l'Antiquité gréco-romaine. Bon, déjà, à cette époque-là, l'adoption était une réponse à l'abandon des enfants. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque, l'abandon des enfants était légal. On pouvait se débarrasser d'un enfant qu'on ne désirait pas.
Et bon, ces enfants-là, d'autres personnes les récupéraient. Et la Grèce antique adoptait aussi. Mais eux, c'était surtout des garçons qu'ils adoptaient pour pallier à l'absence d'héritiers dans leur famille. Et il faut souligner que le lien de sang n'avait aucune importance. Une fois qu'on a adopté l'enfant, l'enfant est de nous. Et à la limite, ils en sont fiers. Au point où adopter un enfant était un moyen d'acquérir du pouvoir à cette époque-là. Oui. Très bien. Alors, M. Soumaoro, quel est votre avis sur l'objet de nos recherches? Mon avis est que quand on prend, selon les coutumes que nous avons, les coutumes africaines, la pratique de l'adoption se fait déjà partout, mais selon les cas différents. Ça peut être après décès, les enfants qui se retrouvent dans la polygamie, avec un autre, l'épouse qui se retrouve dans une autre famille, les enfants deviennent des adoptés, qui ne retournent plus chez les parents d'origine, mais qui vont... Informels, tout à fait, c'est ce que je veux dire. Avant même que le colon ne vienne nous coloniser et nous imposer des lois. C'était formel. Oui, mais c'était pas dans des... Quand je dis formel, mais pas de manière écrite. Mais la dame revenait ou les enfants venaient dans une famille d'accueil sans document. Et comme il n'y avait pas de document pour justifier l'âge ou la paternité d'un enfant, alors il y avait une vie communautaire qui permettait à tous les enfants, avec un chef de famille qui permettait au chef de famille d'être le père de tous les enfants, même des neveux. Et donc cette adoption était l'ancienne pratique. Aujourd'hui, grâce aux lois que nous avons, alors c'est tout à fait normal qu'il faut formaliser cela en écrit pour mentionner dans les documents de chaque enfant adopté dans les familles, insérer un statut d'enfant adopté qui permet à l'enfant plus tard de se reconnaître en tant qu'enfant adopté, au lieu qu'après sa maturité, on lui fasse savoir qu'il a adopté alors qu'on aurait dû le faire depuis son bas âge. Après, ça crée des problèmes. Très bien. D'accord. Alors, à ce stade, Anna, quelle est la petite synthèse que l'on peut faire? Ce qu'on peut dire, c'est que l'adoption se pratiquait depuis l'Antiquité. Anzi et Stéphie l'ont dit tout à l'heure. Mais ce sur quoi moi je voulais mettre l'accent, c'est que dans nos pratiques, dans nos traditions, ce n'était pas perçu comme une adoption, puisque l'enfant appartenait à tout le monde. Donc l'enfant n'était pas adopté. On ne mettait pas cette différence. Mais l'adoption a commencé à se formaliser, à s'organiser avec... vers le 21e siècle, je ne veux pas trop rentrer dans... Que ce soit au niveau international qu'au niveau national, c'est vers le 21e siècle. Parce qu'avec la montée de la pauvreté, l'individualisation, à un moment donné, en Afrique, on vivait en communauté. Après, ce n'était pas famille. Et également avec la pauvreté qui montait, les guerres, il y a eu plus d'orphelins, les gens ont tendance à abandonner leur enfant parce qu'ils ne pouvaient plus l'entretenir. On a beaucoup d'enfants abandonnés au regard de ce phénomène-là. Les différents États ont décidé d'organiser parce que s'il n'y a pas d'organisation, on peut observer le trafic d'enfants, les enfants qui sont utilisés dans la pornographie. Il fallait organiser ce secteur. En fait, c'est ça. Sinon, au départ, on ne pouvait pas appeler... En Afrique, on n'appelait pas ça l'adoption. Parce que l'enfant appartient à tout le monde. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, au cœur, bien sûr, de l'adoption, il y a bien évidemment, au-delà de l'enfant, il y a la femme. Bien sûr, quand on parle d'adoption, on parle de la femme. Donc, Marie-Louise, tu as bien évidemment effectué des recherches et tu as des petits secrets à nous donner qui concernent les femmes qui pourraient vivre ce genre de situation. Donc, le moment est arrivé pour nous de la rubrique Secrets de femmes. Marie-Louise, c'est à toi. Ok, Secret des femmes aujourd'hui concerne effectivement les femmes, mais surtout comment parler à un enfant adopté. Et notre invité l'a dit, il faut le faire avant que l'enfant n'aille l'apprendre dans les rues ou dans son lieu de jeu. Alors, je voudrais dire ici que la première chose à savoir, c'est que la majorité des enfants adoptés sont des enfants désirés. Il y a ça. Et puis, l'adoption en elle-même est un acte d'amour. Celui ou celle qui adopte est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à partager. Il faut donc encourager l'adoption. Et quand ensuite l'enfant est en âge de comprendre, il faut lui parler du don de porter un enfant vraiment dans son sein jusqu'à l'accouchement et de l'autre don qui est de pouvoir aimer un enfant qui n'est pas le sien,
l'éduquer et l'accompagner jusqu'à l'amener à être un citoyen accompli dans sa vie de tous les jours. Et il faut parler régulièrement avec son enfant, cet enfant que vous avez adopté. Il faut lui dire qu'effectivement, vous êtes son parent ou ses parents. Vous êtes ses vrais parents. Parce que c'est cette notion de vrai ou faux parents qui pose problème après, quand l'enfant n'est pas informé. Donc, il faut que vous puissiez lui dire, effectivement, que vous l'avez adopté, mais c'est vous, ses parents. Si l'enfant arrivait à demander, à poser la question de savoir où seraient ses parents biologiques, dites-lui que ce sont des personnes bien aimables qui auraient aimé lui donner une vie meilleure, mais qui n'en ont certainement pas les moyens, ou que vous-même, vous n'avez pas connu. Mais le plus important, c'est que désormais, il intègre une famille, il a un père, il a une mère, et ce sont des parents qui l'aiment et qui vont l'aimer jusqu'à la fin de ses jours. Il faut être sincère dans les relations avec les enfants. Il faut lui dire ce qu'il a envie de savoir. Il ne faut pas que l'enfant aille apprendre des choses dehors, et sinon, ça peut le traumatiser. Donnez-lui beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Soyez franc avec votre enfant. Faites-lui savoir surtout qu'il n'est pas le seul dans ce cas et que les enfants adoptés, il y en a beaucoup, il y en a partout et que vous êtes la meilleure ou le meilleur père pour lui. Soyez fiers d'adopter et moi je vous y encourage. Alors je voudrais juste me tourner vers notre invité pour lui demander, lui qui a cette possibilité de permettre à des enfants d'être adoptés à chaque fois, quelle est la différence qu'il a pu percevoir entre un enfant qu'il a réussi à faire partie en famille d'adoption et les enfants qui sont sur place dans des familles qui parfois n'ont pas les moyens de s'en occuper? Je dirais que d'abord, nous travaillons sur des dossiers étrangers, surtout les adoptions internationales, ce qui m'amène à dire que les enfants qui sont passés par notre canal et qui ont pu intégrer des familles en Espagne, généralement ont été pris en compte comme des enfants nés en Espagne dans leur famille d'origine, à travers les structures que l'État nous a imposé à mettre en place pour les suivre. Il n'y a jamais eu de différence. C'est en cela que nous existons et c'est pour cela que nous existons. Cette barrière-là, c'est pour l'éliminer, à part le statut de l'enfant où c'est mentionné dans ce document qu'il a adopté. Il n'y a pas de différence. Alors, il y a une question qui est tout à fait spontanée. C'est vrai que c'est une ONG d'origine espagnole, mais en Côte d'Ivoire, ici, il y a des femmes qui n'ont pas la chance d'enfanter et qui aimeraient pouvoir adopter. Alors, pourquoi tout de suite parler de l'international et ici en Côte d'Ivoire? Voilà, la question, elle est très belle. Vous savez, en tant que représentant d'une ONG internationale, espagnole, catalane, il faut préciser, je dois être autorisé par mes mandataires à gérer un dossier qu'on me confie pour éviter tous les mots qui minent autour. Donc, ce qui veut dire que même en Espagne, même où je suis mandaté, je n'ai pas le droit de prendre le dossier d'une autre région. À plus forte raison, la Côte d'Ivoire. Bon. Ça veut dire que mes actions sont limitées, ciblées. Okay. Je n'interviens pas n'importe où. J'interviens que seulement sur des dossiers pour lesquels je suis mandaté. C'est ce que je veux dire. Madame, je voulais... Alors, oui, mais en Côte d'Ivoire ici. Oui. Voilà, c'est ce que je veux dire. On revient ici en Côte d'Ivoire. En fait, ce que l'invité veut dire, lui, il pratique l'adoption internationale. Il est représentant. Mais en Côte d'Ivoire, ce que je voulais signaler, c'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est lorsqu'on épuise les recours de l'adoption au niveau national qu'on fait l'adoption internationale. C'est-à-dire que d'office, un enfant ne peut pas être présenté à l'adoption internationale. Lorsqu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas l'adopter, qu'on a recours. Puis l'adoption nationale et internationale ne sont pas régies par le même dispositif. C'est pas régi par le même dispositif. Donc, un même acteur, quand il évolue, c'est qu'il respecte les deux. Ce n'est pas la même procédure d'adoption. D'accord. Alors, très bien, mais ce qu'il y a de commun, ça, on l'a bien compris, mais ce qu'il y a de commun, c'est bien sûr dans la sensibilité, dans le fait d'adopter l'enfant et de lui donner une autre vie. Donc, pour ça, au moins, on peut recentrer le débat là-dessus, que ce soit en Espagne ou en Côte d'Ivoire, on peut recentrer là-dessus. On a bien compris que c'est différent, l'adoption internationale, l'adoption locale, mais quand on revient sur l'essence même qui est l'enfant,
on réalise que c'est la même logique. Oui, la D'accord. Donc, protection pour de ça, on est l'enfant, vraiment la d'accord. chance de Donc, vivre. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est visé. l'intérêt C'est supérieur de l'objectif que tout le monde vise. Par rapport à ce que vient de dire Malou, c'est vrai, je suis d'accord avec elle. Quelqu'un qui décide d'adopter, c'est que la personne a beaucoup d'amour. On n'a pas besoin de solennité pour annoncer à un enfant qu'il a été adopté. On n'a pas besoin de solennité pour annoncer à un enfant qu'il a été adopté. Mais ce sur quoi je voulais véritablement insister, tout à l'heure, elle a dit que dès le berceau, il faut dire à chose, comment on appelle à Je dis quand il est en âge de comprendre. Quand il est en âge de comprendre. Oui. Ok. Quand il est en âge de comprendre, ça veut dire qu'il n'est plus seulement à la maison, il est à l'école, il a des amis, il commence à grandir. Il faut que ce soit les parents qui lui disent pour éviter, parce qu'on connaît notre société, quelqu'un a vite fait de lâcher, c'est pas ta vraie mère. Et quand c'est comme ça, l'enfant, tout de suite, il peut être bloqué. Monsieur Soumaro, j'aimerais savoir, quel est votre avis là-dessus? Parce que quand elle parlait, effectivement, ça m'a interpellée. Et je me suis dit, pour moi, ce sont des secrets de famille qu'on ne dévoile pas pour ne pas perturber l'enfant. Est-ce qu'on doit absolument dire à un enfant qu'il est adopté? Bien sûr. C'est pour cela que il faut faire un travail psychologique à l'enfant. C'est pour ça que j'ai répondu pour dire qu'il faut faire un travail psychologique. Tu ne peux pas le faire et puis en masquant le côté adoption à l'enfant. C'est ce travail de fond que nous faisons au départ. Très bien. Alors, c'est l'occasion de nous adresser à Anzata Ouattara, parce que bien évidemment, par rapport au cas que vient de donner Anna, ça veut dire qu'il y a d'autres cas que tu as pu relever dans la presse. Alors, quels sont ces cas? C'est donc la femme dans la presse. Alors, notre thème du jour, c'est l'adoption. Et il faut dire que dans mes recherches, j'ai vraiment eu du mal à avoir les éléments. Ça, il faut le préciser, parce que je crois que c'est un milieu assez fermé, donc difficile d'avoir les informations. Mais en ce qui concerne l'adoption et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons fait les recherches sur la religion et les conditions dans lesquelles il faut adopter un enfant en Côte d'Ivoire. Alors, à ce sujet, nous nous sommes intéressés à un article du site nrt.bi intitulé « Les problèmes moraux, religieux et canoniques posés par l'adoption ». Alors, en ce qui concerne la religion catholique, en matière d'adoption, il faut impérativement suivre sa foi, mais rester fidèle au premier principe que dicte la raison, le bien-être de l'enfant. Alors, l'Église catholique nous dit, quelle que soit notre envie d'avoir un enfant ou même de fonder un foyer, ce qui reste primordial, c'est le bien-être de l'enfant. En ce qui concerne la religion musulmane, l'islam est favorable à l'adoption. Cependant, il interdit l'adoption formelle qui prive l'enfant de sa filiation paternelle. Et il ajoute que l'enfant adopté n'hérite pas de son père adoptif. Et si ce dernier décide de lui octroyer son héritage, il le formalise par un testament. hibiscusagency.wordpress.com du 14 avril 2013 nous dit qu'en Côte d'Ivoire, l'adoption concerne les femmes célibataires et les couples qui sont mariés depuis 5 ans. Et les enfants adoptables en Côte d'Ivoire sont ceux qui ont été abandonnés et ceux dont les parents ont consenti à l'adoption. Et ces enfants, en général, ont entre 0 et 5 ans. Alors, je me tourne vers notre invité. Alors, on sait qu'il y a plusieurs familles qui désirent adopter des enfants, mais n'osent pas le faire à cause du regard de la société. Que pouvez-vous dire à ces parents-là? Bon, je pense que il faut faire fi de ça et puis aller à l'essentiel. Si vous visez, c'est-à-dire que si votre objectif est de donner un avenir meilleur à un enfant, alors il faut vous engager à le faire de manière légale. Et c'est la meilleure manière de réussir l'adoption. Il ne faut pas regarder ce que la société pense de ce que vous faites. Parce que vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas. Chacun a son avis, chacun donne son avis. Mais c'est à vous de voir, est-ce que ce que je fais est dans l'intérêt de cet enfant? Ce qui nous intéresse, c'est la joie qu'on donne à cet enfant, la réussite. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont spontanément contre l'adoption? Bien sûr. Oui. On est beaucoup même agressés très souvent. Et pourquoi? Est-ce que tous ces enfants n'ont pas le droit à un lendemain meilleur? Ils n'ont pas demandé à venir au monde, ils ont quand même le droit d'être épanouis aussi. Justement, c'est pour ça que j'apprécie votre plateau. Ça donne l'occasion aux gens de comprendre le rôle qui est joué et pourquoi l'adoption. Vous avez bien fait.
puisqu'on n'a pas l'occasion de venir parler de ça sur un plateau. Ils vont comprendre que quand on adopte un enfant, c'est pour lui donner un avenir meilleur. Mais est-ce qu'il y a eu des cas où... D'accord, mais quelles sont les raisons qui militent contre l'adoption? Parce que généralement, les gens pensent que c'est un trafic. Oui, d'accord. Je voulais juste dire, on est en Afrique comme on dit, les familles estiment que faire venir une tierce personne dans une lignée, ça peut parfois apporter des problèmes. Est-ce que l'enfant que tu vas prendre ne va pas porter malheur à la famille? Est-ce que l'enfant ne va pas vouloir prétendre à ton héritage? Est-ce que ça ne va pas entraîner des disputes le jour où tu ne seras plus là, etc. Donc c'est pour ça qu'en général, les familles ne sont pas très, comment dirais-je, elles ne sont pas prêtes, voilà, quand elles avoir favorables, expertise. Oui. C'est fondé, c'est qu'elle dit? Monsieur, Oui. c'est fondé. Quel est le profil de la personne qui souhaite adopter ici en Côte d'Ivoire? Quel est son profil? Est-ce que c'est une femme qui a 2 enfants et puis qui voudrait porter aide assistante à un enfant qui n'a pas de famille? Est-ce que c'est une femme qui va perdre son foyer, par exemple, qui va perdre son foyer parce qu'elle n'arrive pas à donner d'enfant à son mari? Qu'est-ce que c'est? Selon vous, et puis après on va demander à Anna également. Dans un premier temps, je voulais d'abord que tous ceux qui ont l'intention d'adopter, il faut que d'abord ils aient l'amour pour les enfants. C'est le premier conseil que moi je donne. Il faut aimer les enfants. Et moi, j'ai des preuves pour vous montrer comment vous devez vous comporter si réellement, et puis des tests pour vous orienter. Et ça veut dire quoi? C'est pas parce que vous avez visité la pouponnière, on vous a autorisé à visiter la pouponnière, vous avez vu des enfants et puis bon, vous dites, voilà, moi j'ai les moyens. Il suffit des cas où vraiment, c'est pas entendu là-dessus. Vous ne pouvez pas dire, j'ai les moyens, je peux m'occuper des enfants, ils sont là et puis on ne peut pas les donner en adoption. C'est pas comme ça. Il y a des tests. Il faut que vous soyez apte à adopter, même si vous avez les moyens. L'enfant n'a pas besoin de ça. C'est pour ça justement que je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. C'est pour ça que quand on veut adopter en Côte d'Ivoire, sur le plan local en général, les enquêtes sont très longues. On prend le temps, on ne va jamais donner un enfant en adoption en 6 mois d'enquête ou en 1 an. Ça va plus loin pour déterminer vraiment si la famille qui veut accueillir l'enfant est apte, si elle a de l'amour, si vraiment elle mettra l'enfant dans toutes les conditions avant de confier l'enfant. Parce qu'une fois que l'enfant est confié à la famille, c'est fini. Donc on prend le temps, même 2 ans, 3 ans s'il le faut, avant de dire, bon, madame, voilà l'enfant que vous avez demandé. Anna? D'accord, merci beaucoup. En fait, ce dont Stéphie parle, ce sont des critères d'adoptabilité. Ce n'est pas tous les enfants, même qu'ils soient à la pouponnière ou pas, qu'on peut adopter. La Côte d'Ivoire, quand on parle, on a l'impression que la Côte d'Ivoire ne fait rien. La Côte d'Ivoire protège ses enfants. Que ce soit l'adoption internationale, que ce soit l'adoption nationale, la Côte d'Ivoire a le devoir de protéger ses enfants. On les appelle les pupilles de l'État. Ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire, d'abord. Donc tout à l'heure, il disait non, il y a les personnes, on a parlé des personnes qui ne sont pas favorables à l'adoption. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont une aversion particulière pour l'adoption, non. On assiste véritablement à des trafics d'enfants, je suis désolée. On a des trafics d'enfants, surtout au niveau de l'adoption internationale, qui est vraiment peu maîtrisée. Quand les enfants sortent du pays, la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Quand on parle de trafic d'enfants, comment? Parce qu'un enfant, si moi je prends une fille qui n'est pas la mienne, que je déclare que c'est mon enfant, que je la donne en adoption internationale, qu'après on découvre que ce n'est pas mon enfant, mais c'est un trafic d'enfants. Que l'enfant parte, par exemple? Oui, que l'enfant parte vivre dans des conditions meilleures ou pas, je n'ai pas le droit de donner cet enfant en adoption parce que ce n'est pas le mien. Et l'enfant n'a pas été abandonné. Donc il y a ces critères. Il faut être très très prudent lorsqu'on parle d'adoption. Il faut être prudent. C'est vrai qu'on veut donner un avenir meilleur aux enfants, mais il faut s'assurer que cet avenir est vraiment meilleur. D'accord, très bien. Voilà. Alors, Stéphie, on va évoluer dans notre discussion. Okay. Vous avez forcément relevé des interrogations que vous voulez soumettre, pour lesquelles il y a des conseils qui pourraient être donnés. Donc, c'est le cadre de la rubrique Confidence. Depuis 1960, la CICOJ s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la CICOJ continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la CICOJ s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. CICOJ, nous savons faire des maisons.
Voilà, pour Confiance aujourd'hui, un sujet qui est proche de ce que nous avons abordé ici, mais nous allons plutôt parler de familles recomposées. Là aussi, il y a quand même des adoptions qui ne sont pas forcément formelles, mais on sait ce qui se passe plus ou moins aussi dans les familles, dans les familles recomposées. Alors, nous avons le courrier d'une dame qui nous dit comme ça qu'elle est mariée depuis 4 ans, mais elle vit en couple depuis 7 ans. Voilà. Et avant de connaître son époux, elle a eu un enfant et son époux a eu lui-même d'un premier mariage 2 enfants. Donc, c'est une famille recomposée. Ils n'ont pas encore d'enfants, je précise. Et les enfants du monsieur ont 12 et 14 ans, tandis que celui de la dame, il a 8 ans et demi. Elle dit que les enfants ont commencé à aller à l'école chez leur mère et ensuite, depuis la rentrée qui a eu lieu en 2015, là, les enfants sont arrivés chez papa. Donc, ils sont dans un nouvel univers qui pose un peu déjà des problèmes d'adaptation et tout. Et elle se retrouve parfois en train d'essayer de résoudre les petites tensions qu'il y a entre son fils et les enfants du monsieur qui sont adolescents, et parfois aussi avec son mari et son fils, ou même avec ses propres enfants. Donc, elle nous écrit pour dire qu'elle a vraiment besoin de conseils parce que les réglages à faire pour que la famille soit vraiment épanouie et tout sont difficiles. Et parfois, elle n'arrive pas à s'entendre avec son mari sur la voie à suivre, sur l'éducation à donner concernant même les programmes des chaînes télé. Par exemple, quand son fils qui a 8 ans et demi veut regarder des chaînes où il y a des dessins animés, les autres veulent, par exemple, des films. Donc, il y a toujours des disputes et ça la fatigue énormément. Donc, elle souhaiterait vraiment qu'on l'aide à harmoniser cette vie de famille recomposée qu'elle souhaite belle pour tout le monde. Voilà. D'accord. Si vous avez le rôle de conseiller également. Oui. Dans ce genre de cas, vous avez des cas similaires qui se posent à vous? D'abord, en tant que chef de famille, tout dépend du départ, depuis le début. Si vous avez accepté une femme avec ses enfants, vous devez accepter d'être le père de tous les enfants, vos enfants et les enfants de la dame. Et ne pas faire de différence entre les enfants dans l'éducation, dans le rôle de père à jouer. Bien entendu, avec l'accord de madame, parce que ça ne peut pas se faire sans elle. Mais au moment d'agir, il y a des moments où, entre couples, prenez des décisions, et puis vous, ce n'est pas devant les enfants, vous allez prendre des décisions. À deux, vous prenez la décision, et puis monsieur vient l'assumer devant les enfants. Et puis, deuxièmement, en Afrique, ici, il faut qu'on se le dise aussi, très souvent, c'est les complicités extérieures aussi qui minent souvent le jeu. Oui. Parfois, on ignore, mais on oublie souvent que les enfants sont manipulés à l'extérieur. Et c'est pour cela qu'il faut mettre tous les sujets sur la table au moment des rencontres en famille, c'est-à-dire autour du dîner, quand vous vous rencontrez, eh bien, écoutez, en tant que chef de famille, si vous avez appris certaines choses sur telle ou telle personne, mettez le sujet sur la table. Parce que vous ne pouvez pas empêcher les gens de critiquer ce que vous faites. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être contre ce que vous faites. Mais en tant que père, ce rôle de père-là, il faut l'assumer vis-à-vis des enfants, votre rôle. D'accord, très bien. Alors nous allons faire un tour. On va commencer par Nzata. Oui, en fait, ce que moi je voulais souligner, c'est que ce qui crée les problèmes dans les familles recomposées le plus souvent, c'est l'hypocrisie de l'un des parents. Le plus souvent. Quand par exemple la femme prend son enfant de côté et lui donne de l'argent et puis laisse les autres parce que c'est son enfant à elle, ou quand le père, alors que ce sont les enfants, quand ils se retrouvent ensemble, ah moi maman m'a donné quelque chose. Du coup, ça fuse les autres et ça crée des problèmes. Donc il faudrait que monsieur et madame prennent leurs responsabilités et il faut surtout éviter l'hypocrisie. Il faut jouer franc jeu, il faut être sincère. Et quand c'est comme ça, chaque enfant connaît sa place et on évite les problèmes. Alors Anna? D'accord, ok, merci beaucoup. En fait, moi, je vais poser 2 petites questions à la dame. Si tous ces enfants, quel que soit leur âge, étaient ses enfants à elle, quel dispositif elle allait mettre pour les élever ensemble, pour ne pas qu'ils luttent la télé? Elle allait bien le faire. Elle est le pilier de la réunification de cette famille. Ce que je veux lui dire, c'est d'aimer les enfants de son mari comme si c'était elle-même ses enfants. C'est la clé de l'harmonie de la famille. Parce que quand elle met dans son courrier mon enfant de 8 ans, lorsqu'il veut regarder des dessins animés, mais on dit dans la famille, on a des besoins sexuels spécifiques. Chaque individu a ses besoins. L'enfant de 17 ans aussi peut regarder son match. Mais si c'était elle, son fils, elle n'allait pas parler. Elle allait se dire que j'ai ça avec ton grand frère.
Et puis, vous voyez qui peut regarder la télé. Mais comme ce n'est pas son fils, elle trouve que son fils de 8 ans ne regarde pas la télé. C'est elle. Elle doit aimer les enfants de son mari comme elle-même, elle aime ses enfants. C'est le pilier. Non, il peut avoir des antécédents. L'amour brise tout. Moi, je suis vraiment catégorique là-dessus. L'amour brise tout. Même un enfant qui est manipulé de l'extérieur, lorsqu'il sent l'amour à la maison, vous allez voir que cet enfant sera même le défenseur de celle qui est à la maison. Dehors. L'amour brise tout. Si elle aime son monsieur, son homme, qu'elle aime les enfants de ce monsieur, elle verra. Voici qui est clair. Stéphie? D'accord. Alors, je vais juste dans quelques points rapidement lui donner des conseils. Je voudrais déjà lui dire qu'il faudrait laisser le temps aux enfants de s'adapter aussi à elle. Parce qu'ils sont arrivés en octobre. Je ne pense pas que ça fasse plus de 7 mois ou 8 mois. Déjà ça. Ensuite, les enfants doivent comprendre quelle est leur maman. Mais comme l'invité l'a dit, c'est aussi le rôle du père de responsabiliser la mère, de lui laisser prendre certaines initiatives. Autre chose, il faut être juste. Ne privilégier personne. Ça, Anna l'a dit tout à l'heure. Il faut aussi informer le mari de toutes les décisions qu'elle prend, ce qui est très important. Comme ça, quand tout le monde est sur le même pied d'égalité en matière d'information, il n'y a pas de souci. Il faudrait aussi avoir au moins une fois par mois des réunions de famille, afin vraiment de mettre sur la table tout ce qui ne va pas. Je voudrais souligner que les règles doivent être pareilles pour tous à la maison. Il n'y a pas de discrimination à faire. Ensuite, au niveau des parents même, il faut absolument éviter de discuter à table ou au salon quand les enfants font des bêtises ou machin. Parce que des fois, les parents même ne s'entendent pas sur l'éducation à donner, sur les programmes à suivre et tout. Or, dès l'instant où vous vous disputez à propos de l'un des enfants, ça crée une faille. Et l'enfant peut en profiter justement pour créer la zizanie à la maison. Donc voilà, en somme, il faudrait vraiment que la femme essaie à son niveau d'aimer ses enfants comme les siens. Et puis, je pense que tout ira pour le mieux. C'est par étapes. On ne peut pas régler tous les problèmes en même temps, ce n'est pas possible. C'est vrai qu'elle rêve d'une famille merveilleuse, mais il faut aller par étapes. Alors, cette notion revient régulièrement, l'amour et l'amour. Et puis l'équité, en fait. Il faut être équitable avec tout le monde. D'accord. Alors, M. Soumaro, nous avons dans cette émission, à un moment donné de cette émission, nous faisons intervenir une femme, qu'on appelle la femme dans tous ses états. Une femme qui connaît le sujet et qui nous donne son point de vue, des informations essentielles sur le sujet. Et je vous propose donc de l'écouter. When we heed a certain call, when the world must come together as one. Qu'est-ce que l'adoption? Eh bien, l'adoption, c'est une mesure de protection de l'enfant, de protection des enfants qui n'ont plus de lien avec leur famille. Qui peut adopter? Alors, qui peut adopter? Il faut que ce soit des adultes majeurs. Qui présentent une demande d'adoption. Quel enfant doit être adopté? Alors, ne peuvent être adoptés que les enfants qui sont juridiquement adoptables. C'est-à-dire que tout lien avec leur famille d'origine est clairement coupé. Pourquoi les procédures d'adoption sont-elles longues? Prendre une décision d'adoption, c'est prendre une décision du jour au lendemain qui dit à un enfant, à une famille, maintenant vous formez ensemble une nouvelle famille. Donc le gouvernement ivoirien a la responsabilité de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant et de ne pas se tromper. Donc ça nécessite une enquête assez longue pour préparer finalement un apparentement. Qu'est-ce qui fait de l'adoption un sujet tabou en Afrique? Adopter, c'est mettre sur la place publique. Moi, je n'ai pas été capable d'enfanter. Et le regard de la société est très jugeant encore sur cette démarche d'adoption. Donc ce tabou, il est véritablement sur le maintien de croyances traditionnelles qui veulent que seul l'accouchement par voie basse fait qu'une femme est devenue mère. L'enfant adopté peut-il hériter de ses parents en cas de décès? Oui, tout à fait. Un enfant adopté devient un enfant à part entière de la famille qui l'a adopté.
Donc l'enfant a les mêmes droits que tous les autres enfants nés naturellement dans cette famille. Les parents peuvent-ils changer d'enfant si celui qu'ils ont adopté ne leur convient pas? Alors non. Une fois que le juge a rendu sa décision d'adoption, il faut véritablement un cas extrêmement grave pour revenir sur la décision d'adoption. Mais ça ne peut être que l'adoption simple, celle où l'enfant conserve un lien avec sa famille d'origine. Par contre, en adoption plénière, il n'y a aucun retour. L'enfant est adopté et il est adopté pour toute la vie. On a suivi l'élément. Est-ce que ce sont des questions que l'on vous pose également? Oui, j'ai vu beaucoup de questions. Et j'ai vu que la dame a reçu beaucoup de questions, mais je pense que l'intérêt, c'est... Il faut viser l'intérêt de l'enfant qui est proposé en adoption à une famille, peu importe sur le plan national ou international. Il faut que l'adoption soit faite dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et puis il faut que ça soit fait de manière légale. Et puis il faut voir aussi si les parents sont aptes, ils répondent aux critères qui sont exigés par la loi et par les textes. Et aussi, il faut voir si l'enfant aussi répond au profil de ses parents parce qu'ils ont un désir, ils font souvent le choix. Et est-ce que l'enfant répond au profil que la famille demande? Et si ces conditions sont remplies, je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire une adoption simple, il vaut mieux faire une adoption plénière. Est-ce qu'on peut refuser, c'est-à-dire, comme la question qu'elle a posée, là, elle a dit qu'il y avait des cas extrêmes où ça pouvait être refusé. Quels sont ces genres de cas? Justement, c'est parce que l'enfant n'a pas été bien inséré, l'adaptation n'a pas été bien faite. L'enfant n'a pas été bien adapté, la famille n'a pas eu la formation. Parce que la famille doit être sensibilisée. Très bien, d'accord. Alors, on fait un tour, Stéphie? Je ne comprends pas bien cette réponse-là. Ça dit qu'une famille qui reçoit, qui accueille un enfant, à un moment donné, peut décider de renoncer parce que justement, l'adaptation ne se fait pas bien et donc vouloir changer l'enfant. Non, je veux dire que... Peut-être que la question, excusez-moi, monsieur l'invité. Ce qu'elle a dit dans sa réponse, elle dit, lorsqu'on a l'homme de droit, le juge a fini de prononcer le jugement, l'adoption plénière, il n'y a plus de retour possible. Parce que c'est comme si tu faisais un enfant parce qu'il est vilain à l'hôpital, tu le laisses. C'est ce que ça veut dire, tu as adopté ton enfant. Il n'y a plus de recours, on ne peut pas revenir en arrière. Il peut avoir, peut-être que si l'enfant n'arrive pas à s'insérer dans la nouvelle famille dans laquelle il allait, ça peut avoir des conséquences sur son éducation et tout ça. Mais la famille n'a plus le droit de dire que ce n'est pas son enfant. Elle n'a plus ce droit. Non, elle n'a pas ce droit. Jamais. Voilà qui est clair. Il y a des pays où on a la possibilité d'aller changer l'enfant. Non, pas ici. Non, ici, non. Mais il y a des pays où ça se fait. Où on peut renoncer, on renonce. Selon moi, c'est une mauvaise pratique. Ça, c'est quand c'est une adoption simple. Voilà, ça c'est... Parce que c'est deux. C'est deux procédures. Une adoption simple et une adoption plénière. C'est pour ça, généralement, c'est les adoptions simples là qui sont conseillées lorsque les étapes n'ont pas été suivies. La définition de l'adoption simple, l'adoption plénière? Voilà, bon, c'est simple, c'est comme une adoption simple. Vous avez 6 mois pour voir si l'enfant vous convient. C'est pour éviter ces genres d'échecs. Quand c'est une adoption plénière, évidemment, l'enfant porte maintenant votre nom. Parce qu'il y a la filiation qui est déjà établie, vous avez donné votre nom, tout ça. Donc ça veut dire que les étapes ont été bien suivies. Donc l'insertion, vous avez compris, en 6 mois, 3 mois, on vous a accordé le temps de réfléchir et d'accepter l'enfant. On vous a donné 6 mois pour aller avec l'enfant, pour accepter. L'adoption simple, l'enfant que tu prends chez toi ne porte pas ton nom. Il garde sa filiation avec ses parents d'origine. Moi, je suis Madame Traoré. Si je veux faire une adoption simple, si je prends Sekou a le nom de sa famille. Je suis en adoption simple. Mais si je dis que je veux faire de l'adoption plénière, Sekou s'appellera Traoré, il ne portera plus le nom Sekou. Sekou, à l'origine, n'a pas de filiation. Et puis, il est sous X. Non, mais Sekou, ça veut dire qu'il a une filiation. Même quand il est déclaré, les gens, même si c'est la pouponnière, ils vont lui donner un nom d'abord. C'est ce nom-là qui va perdre. On lui donne un nom de famille aussi à la pouponnière? Non, il peut avoir un nom. Maintenant, moi, en adoption plénière, je décide qui s'appellera, puisque je l'ai adopté. C'est mon enfant. Mais en adoption simple, lui, il n'a pas de nom de famille. Non, peut-être que il n'a pas de nom de famille. Il n'est pas obligé de porter ton nom. En adoption simple, il vient, il est sous ta tutelle. C'est un peu comme si tu... Mais est-ce qu'il hérite de tes biens?
vous dites? Il hérite de tes biens? Pas du tout. Non, c'est pas ton enfant. D'accord. Mais en adoption plénière, c'est un peu comme un parrain. Voilà, tu deviens son tuteur. Et puis très souvent, les gens font ça en Côte d'Ivoire pour aider un peu tous les orphelins, les enfants abandonnés dans les orphelinats. D'accord, mesdames. Alors, on est arrivé au stade, M. Soumaro, de notre rubrique qu'on appelle l'instant renversé. On va vous demander quelque chose qu'a priori, vous n'êtes pas censé avoir l'habitude de faire. D'accord. Vous êtes prêts? Ben oui. D'accord. Avec les dames, je suis prêt à tout faire. Ah, mais c'est bon à entendre. À tout faire. Ben oui. Il est prêt à tout faire, il l'a dit. Hein? Vous savez, quand on a fait l'aventure, on a tout fait. Ah non, ici on peut tout faire. Oui, bien sûr. D'accord. Monsieur Soumaoro, avec tous les détails, comment est-ce qu'on fait le kabato? Tu t'attendais pas à ça? Je ne m'attendais pas à ça. Non. Voilà. Alors, le kabato, c'est la farine de maïs. Quand on met d'abord ce que j'ai vu mes mamans faire. Mais moi, je parle de ma maman d'abord, parce que c'est par là que j'ai commencé. Sinon, à la cuisine avec madame, je n'ai pas participé. Avec ma mère. La farine de maïs dans la calebasse, elle met de l'eau, elle dilue. En temps, il y a l'eau qui bout dans la marmite au feu, elle dilue. Lorsque la farine est bien diluée dans l'eau, à l'intérieur de la calebasse, elle renverse dans la marmite bouillante. Et puis, à l'aide de, je ne sais pas, c'est le nom parce que je ne suis pas trop à la cuisine. Voilà, c'est ça. Elle commence maintenant à manipuler pour en sortir le purée. Et voilà. Donc dans la manipulation, elle se fait aider par la calebasse qui bouge beaucoup. Elle se fait aider par deux barres de fer qu'elle met là au bout de la marmite, qu'elle appuie avec ses deux pieds. Et puis bon, elle manipule pour éviter que la calebasse, la marmite ne bouge beaucoup. Voilà. Jusqu'à ce que elle obtienne le purée. La pâte, voilà. Donc, mais voilà. Ça met combien de temps? Et quelle est la consistance de la pâte? Bon, ça dépend du goût du mari. Parce qu'il y en a qui Et votre goût, c'est lequel? Très mou. Quand c'est très léger. Je n'aime pas que ça soit dur. Quand c'est dur, j'ai du mal à avaler. Je n'aime pas mâcher. Voilà. Moi, j'aime avaler directement avec la sauce. Avec la sauce. En tout cas, elle est très précise. Laquelle dans son choix. sauces? Donc il connaît. Hein? Laquelle des sauces? Ben, on aime appeler ça, les Sénégalais disent, comment on appelle cette soupe? Non. Soupe kanja. Chez nous, on dit bananji, bambouna. Voilà. Donc, avec un peu de poisson sec là-dedans. C'est bien parti. C'est un pro. En tout cas, félicitations. Hein, il a réussi l'épreuve avec vraiment beaucoup de succès. Merci. Très bien. Nous allons faire un dernier tour de plateau, on va dire, sur notre sujet, l'adoption. Et nous allons commencer par Marie-Louise. Alors, Marie-Louise, quels sont tes derniers propos à ce sujet? Casser le tabou. Je voudrais encourager déjà les personnes qui ont le courage d'adopter des enfants. Parce que c'est un acte fort, savoir prendre soin de l'autre, et en plus d'un enfant. Et pour les personnes qui adoptent, je veux dire, quand on dit qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas tenir compte des qu'en diront-on, c'est peut-être un peu fort. Parce que les qu'en diront-on, à un moment donné, vous submergent et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Mais en même temps, les histoires dans les familles où on dit tu es en train de rechercher un nouvel esprit pour venir nous rejoindre, on ne sait pas ce que cet esprit-là va nous apporter demain, ou des parents qui vont dire nous, chez nous, c'est ce qui sort du ventre, qui est l'enfant qui t'appartient à toi. On ne dit pas qu'il l'a élevé, on dit qu'il l'a mis au monde. Ou des beaux-parents qui vont dire tu as pris une femme ventre vide, ventre creux, qui n'est pas capable de pouvoir porter un enfant. Et on ne cherche même pas à savoir si c'est l'homme ou la femme qui a ce problème. On attaque, on étiquette tout de suite la femme, on l'accuse tout de suite de mauvaise femme. Et ce sont des choses qui, évidemment, font tabou, font que les gens, que ce soit les femmes ou les couples ou les familles généralement, ont peur de s'aventurer. Mais il ne faut pas.
Très bien. Il ne faut pas. Stéphie, tes derniers propos? Oui, alors je dirais tout simplement aux parents qui adoptent que l'enfant est comme Malou l'a dit, l'enfant est un don de Dieu, qu'on l'ait mis au monde ou pas. Quand on décide d'adopter un enfant, c'est la chose la plus belle au monde. On dit qu'en général, le vrai parent, le vrai père, la vraie mère, c'est celui qui tient la main d'un enfant et qui le conduit sur le sentier de la vie, sur le chemin de la vie. Si vous avez décidé d'adopter, donnez beaucoup d'amour aux enfants. Donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour parce qu'ils en ont besoin pour être épanouis dans la société. Très bien. Anzata? Oui, moi je dirais tout simplement qu'adopter un enfant, c'est un acte noble, c'est faire preuve de charité, de générosité, donc il faut l'assumer pleinement et ne pas tenir compte de ce que disent les gens. C'est vrai qu'en Afrique, il y a le regard de la société, mais il faut pouvoir faire fi de tout ça et aimer cet enfant qu'on a désiré et qu'on a décidé d'adopter. Alors, Anna, quels sont tes derniers propos? D'accord, merci beaucoup Mariam. En fait, moi ce que je voulais dire en conclusion, c'est que l'adoption est un signe d'amour. Et puis l'adoption ne doit pas être seulement être perçue ou bien vue pour des couples qui n'ont pas d'enfants, non. Parce que l'adoption, c'est l'amour. Si tu as même si tu peux faire des enfants, que tu as les moyens de les élever, tu peux adopter. Ce n'est pas simplement réservé aux couples qui ne peuvent pas faire d'enfants. L'adoption est un acte noble. Donc, il ne faut plus hésiter à adopter. Au contraire, avant, ce sont des stéréotypes. Lorsqu'on dit non, le génie va entrer, la société ne veut pas, mon mari ne veut pas, le regard d'autrui. Le plus important, c'est quoi? C'est l'amour qu'on donne, c'est la bénédiction en retour qu'on reçoit. Merci Anna. Monsieur Soumaro Daouda? Oui. D'accord. Dans un premier temps, je souhaiterais que les familles essayent d'assumer lorsqu'ils prennent la décision d'adopter. Il faut qu'ils se mettent en tête que cet enfant, lorsqu'il vous est proposé en adoption, ne doit pas souffrir une deuxième fois. Peu importe l'endroit d'où il vient. À partir du moment où il est adopté, vous devenez ses parents, alors votre survie dépend de cet enfant. Faites en sorte que cet enfant réussisse dans la vie, parce que c'est un engagement que vous allez prendre. Alors, Monsieur Soumaro Daouda, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et merci pour vos précieux et judicieux conseils. Mesdames, merci encore à vous. De toute manière, c'est la famille, on est ensemble pour débattre à nouveau de sujets très différents. Oui. Cette émission est donc à son terme. Infiniment merci de l'avoir suivi, Essentiellement Femmes. C'est tous les samedis, 18h55, rediffusion le mercredi à 22h. Vous pouvez regarder cette émission sur RTI Group, donc sur Facebook ou bien YouTube également. Infiniment merci de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain, 18h55. Ce programme vous a été offert par la RTI et la SICOJI. Depuis 1960, la SICOJI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOJI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOJI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOJI, nous savons faire des maisons.